Les Portugais, donc, qui ont été conquis par les populations arabes, ont bénéficié de toutes les découvertes qu'avaient fait les populations arabes. C'est une civilisation extrêmement avancée. Ces marchands arabes allaient jusqu'en Chine. Or, la Chine avait fait des découvertes qui étaient extrêmement importantes. Ils avaient découvert la boussole et aussi ils avaient progressé dans l'art des gouvernails des bateaux. Ce qui fait que ces marchands arabes qui sont sur la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal, vont apporter ces découvertes, vont les apporter aux Portugais, vont s'en emparer pour faire des bateaux qui sont très performants et qui sont capables de traverser l'océan Atlantique. Les Portugais vont aller explorer les côtes africaines. Les Espagnols vont aussi entrer dans cette course à la richesse. Et dans des conditions épouvantables, sur le pont de tout petits vaisseaux, les caravelles avaient même pas 20 mètres de long, c'était des tout petits bateaux, très secoués. Lourds, qui étaient soumis à la moindre tempête. Et puis, de très grandes difficultés pour conserver de la nourriture. Les navigations étaient très longues, l'eau était mise dans des tonneaux de bois qui la conservaient très mal, donc l'eau avait toujours des vers dedans. La viande et le poisson, la seule possibilité pour les conserver, c'était dans des tonneaux de sel, où il faisait extrêmement chaud à l'intérieur, plus les animaux. L'eau douce qu'on emportait dans les tonneaux était tellement précieuse qu'on ne se lave pas. Les raisons des grandes découvertes, c'est ce besoin d'expansion, ce besoin aussi de trouver des épices, besoin d'évangéliser le monde. C'est pas quelque chose qui est vraiment propre à l'Europe. Au début, les grandes découvertes étaient financées par les rois et les reines d'Europe, qui étaient justement aussi en concurrence. Les grandes découvertes ont permis d'enrichir la cuisine. Ça a changé le monde entier. Au niveau de la pensée, au niveau du commerce, au niveau des échanges. Les populations qui ont, entre guillemets, découvert l'Amérique allaient à l'aventure et opéraient une traversée qui était quelque chose de totalement invraisemblable. Un peu comme aujourd'hui aller sur la Lune. On ne savait pas qu'il y avait des continents là-bas. 1492, en principe, c'est la découverte de l'Amérique. Date officielle. Il n'est pas sûr. Les Vikings qui étaient déjà allés à l'Amérique du Nord avaient déjà touché l'Amérique. Découverte, ça veut dire qu'on est conscient d'aborder dans des terres nouvelles. Il y a une découverte. Mais ce n'est pas l'Amérique. En 92, ce sont les Antilles. On découvre les Caraïbes, l'arc des Caraïbes, Hispaniola, enfin ce qui est aujourd'hui Cuba, Saint-Domingue, enfin ces îles-là. En 92, cet événement extraordinaire qu'a été la rencontre de deux mondes qui s'ignoraient depuis 25 000 ans, et auquel il faudrait, si on voulait le comparer à quelque chose, il faudrait le mettre à côté d'une rencontre avec des extraterrestres. C'était vraiment tout à fait étonnant, pour des deux côtés d'ailleurs. L'étonnement a été réciproque. Christophe Colomb a fait plusieurs voyages, il a touché les côtes du Venezuela, il n'a jamais touché le Mexique, et il a fait plusieurs voyages en ramenant des produits, des indigènes, etc. Et surtout, il cherchait de l'or. C'était la raison majeure de ces expéditions. D'ailleurs, il est l'auteur d'une phrase que je cite souvent, « L'or est une chose excellente, capable d'accomplir beaucoup d'exploits et même de mener des âmes au paradis ». Les Caraïbes sont conquises par les Espagnols, mais le débarquement de Cortés au Mexique a lieu 25 ans plus tard. Donc entre 92 et 1517, 25 années passent. Pendant ces 25 années, ils ont beaucoup navigué dans les mers des Caraïbes, les Espagnols et les Portugais. C'est pendant cette période que les Portugais s'installent au Brésil. Quand Cortés débarquera, il trouvera des Indiens qui parlent espagnol, qui sont des Espagnols devenus Indiens. Il y a eu énormément de voyages, pas seulement de colons, mais d'autres. C'était très attirant pour des pauvres Castillans d'aller là-bas tenter de faire fortune. Et arrivés là-bas, ils ont été séduits par deux choses, l'or et les femmes indiennes. Et pour avoir les femmes indiennes, ils ont tué les Indiens. Et pour avoir l'or, ils en ont tué d'autres. Ça a commencé comme ça. Et à partir de là, bien sûr, la conquête a pris un autre aspect que dans les Caraïbes, où ils avaient exterminé la plupart des populations. Les massacres qui ont lieu aux Caraïbes ont été le fait de tout le monde. Même des îles qui sont aujourd'hui dites espagnoles. C'était des Espagnols, c'était des Français, il y avait des Danois, il y avait des Allemands, il y avait des Français, il y avait des Italiens. Mais comme ces territoires sont demeurés espagnols,
on crédite l'Espagne, disons, de l'ensemble des crimes. Et les Espagnols en ont commis sans doute plus que d'autres, puisqu'ils étaient plus nombreux. Les Portugais ont commis beaucoup moins de crimes parce que le Brésil, où ils se trouvaient, était un pays immense et eux, ils étaient peu nombreux. Donc ils n'avaient pas les moyens. Et puis on ne peut pas exterminer la population du Brésil, même pour prendre ses trésors. Il y a eu des massacres, mais moindres. D'ailleurs, au Brésil, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des croisements entre blancs et noirs, blancs indiens, indiens et noirs, etc., beaucoup plus fréquents que dans les autres colonies. C'était d'abord les militaires qui venaient sur place, et puis petit à petit suivis par les missionnaires. Le rôle des religions est très important pour l'histoire coloniale. Chaque pays a envoyé ses missionnaires. Ces missionnaires étaient là, bien sûr, pour évangéliser. Ils enseignaient l'écriture aux enfants. Ils pouvaient soigner les personnes, pouvaient parfois aussi les protéger vis-à-vis des violences de la part des militaires ou des grands commerçants ou des grandes entreprises. Il ne reste pas de document de la controverse proprement dite. C'est-à-dire que je suis allé à Valladolid, j'ai fouillé dans les archives, elle était semi-secrète, semi-clandestine, bien que se tenant à 500 mètres du Palais Royal, dans le couvent San Gregorio, qui était celui où vivait Las Casas, qui était retiré, c'était la retraite. Sepulveda a publié en italien, en latin, un texte qui s'appelle des Justis Bellorum Causis, c'est-à-dire des justes causes des guerres. Pour justifier la guerre que menaient les Espagnols là-bas, terme que Las Casas va contester, le terme de guerre, il dit que c'est une guerre juste parce qu'il s'agit d'amener les Indiens à la vraie foi et de les amener à supprimer, à anéantir les sacrifices sanglants qu'ils pratiquaient et toutes leurs coutumes barbares. Sepulveda a demandé l'autorisation pour que ce livre soit publié en Espagne et en espagnol, en castillan. Deux choses l'une seulement. Ou bien ils sont pareils à nous, Dieu les a créés à son image et rachetés par le sang de son Fils, et dans ce cas ils n'ont aucune raison de refuser la vérité. Ou bien ils sont d'une autre espèce. Quel est votre sentiment sincère, professeur? Qui sont d'une autre catégorie, nés pour servir et être dominés. Comme la forme domine la matière, l'âme domine le corps, l'époux son épouse, le père son fils. Cet ordre a été établi par le Créateur pour le bien de tous. C'est en entendant ça que Las Casas a provoqué la controverse. Il s'agit d'un de leurs dieux qu'ils appellent le serpent à plumes. Et ils l'adorent? Oui, dans tout leur temple. Des temples qui dégagent une affreuse odeur de charnier. Voici les monstres devant lesquels ils se prosternent, devant lesquels les prêtres, si on peut employer ce mot, ouvraient la poitrine des hommes vivants d'un coup de couteau de pierre et y plongeaient la main pour arracher leur cœur saignant. Éminence, ceci n'est qu'un exemple, un fragment arraché d'un temple. Ils font aussi des tissus, des fresques, des figurines en terre cuite. Ils façonnent la pierre dure. On ne peut pas comparer ce qui ne se compare pas. Ils ont de véritables artistes, avec des plumes d'oiseaux. Mais comme le livre de Sepulveda n'a pas été publié en castillan, on peut penser que les arguments de Las Casas ont porté. Ces Indiens dont vous nous parlez depuis tout à l'heure, vous avez été aveuglés sur leur véritable nature. Par exemple, vous dites avec insistance qu'ils sont doux comme des brebis. Mais s'ils sont comme des brebis, alors ils ne sont pas des hommes. Qui peut dire que l'homme est doux? Mais le Christ le dit, il ne cesse de le dire. Si on vous frappe, tendez l'autre joue. Il ne dit pas que nous sommes doux, il dit que nous devons nous efforcer de l'être. Et il dit aussi, je ne viens pas vous apporter la paix, mais l'épée. Le Christ aime ce combat, il aime cette conquête. Sinon, croyez-vous qu'il aurait permis ce nouveau massacre des innocents? Les conséquences de la controverse sont pratiquement inefficaces, puisque déjà 13 ans plus tôt, en 1937, le pape avait promulgué une bulle disant qu'il fallait traiter les Indiens d'Amérique comme nos frères, etc., comme nos frères dans le Christ. Mes chers frères, ma décision est prise. Comme je vous l'ai dit, elle sera confirmée par sa sainteté et toute l'Église entière. Les habitants du Nouveau Monde, qu'on appelle Inde, sont bien nés d'Adam et Ève, comme nous. Ils jouissent d'un esprit et d'une âme immortelle, comme nous. Toutes ces recommandations pontificales restent sans effet, et les colons continuent à se conduire comme des colons, bien entendu. Il est né en 1533 et il est mort en 1592. Il s'appelait Michel Ekem. Et de Montaigne, c'est le nom du château où il est né, qui se trouve pas très loin de Bordeaux. Donc il appartient à une famille dont le père était un grand négociant, qui avait gagné pas mal d'argent. Et après, il a fait des études de philo à Bordeaux et puis de droit à Toulouse un peu plus tard. Il a été élu maire de Bordeaux pendant à peu près 5 ans.
et dans une période de trouble qui était la période des guerres de religion, et c'est quelqu'un qui a toujours eu des positions très modérées et qui a pu jouer pendant les guerres de religion l'intermédiaire entre les catholiques et les protestants. Très souvent, le premier réflexe par rapport à l'autre, par rapport à celui qui est différent, c'est de dire « Oh, il n'est pas comme moi, donc je m'en méfie, je suis un peu réservé ». Mais en réalité, il a beaucoup réfléchi, mais il a aussi beaucoup voyagé, dans tous les pays d'Europe. Ces voyages lui ont montré qu'en réalité, il fallait être un petit peu plus nuancé, équilibré, et il a beaucoup écrit au contraire sur le fait que les hommes étaient tous une petite partie de l'humanité, et que donc en réalité, chacun d'entre nous portait ce qu'il appelait l'humaine condition, sans trop s'arrêter aux différences de pays ou de couleurs. Il a essayé de réfléchir et d'écrire tout ce qu'il avait appris de la vie, ou de ses voyages, ou de son travail, ou de ses relations, en mettant toutes ces réflexions-là dans un livre qui voulait être un peu comme un grand chef-d'œuvre, et qu'il a appelé les essais. Réfléchir à sa propre vie intérieure pour essayer de comprendre les autres. C'est-à-dire être toujours entre le singulier, l'individuel, et puis l'universel. Donc au XVIe siècle, il y avait des Indiens du Brésil qui avaient été ramenés. Il avait pu voir ces Indiens, où il a été un des tout premiers à dire « mais peut-être que les barbares, c'est pas eux, peut-être que c'est nous ». Ces peuples sont différents de nous, ont des cultures différentes, mais ça ne veut pas dire que leur culture et leur manière de vivre sont inférieures à la nôtre. Contrairement à tous les préjugés qui existaient à cette époque-là et qui ont perduré encore très très longtemps, après au XVIIe, au XVIIIe et même jusqu'à nos jours, les idées humanistes, elles sont sans cesse à affirmer et à reconquérir. Donc